Bonjour à tous, merci pour l'invitation. J'ai effectivement le plaisir d'aborder avec vous ce matin la problématique de l'alimentation et l'ostéoporose en faisant le point des données actuelles. Alors, je voudrais commencer en fait cette présentation par une présentation clinique d'une patiente de 62 ans qui est en parfaite santé habituelle, qui est extrêmement sportive en faisant énormément d'activités physiques, qui, vous voyez, de par son activité physique, a un IMC à près de 18, et puis qui, alors qu'elle a une hygiène de vie qu'elle qualifie de parfaite, fait une fracture vertébrale qui va révéler sur la minéralométrie une ostéoporose particulièrement sévère, avec un T-score à moins 4 déviation standard au rachis lombaire et moins 2,8 à la hanche. Quand vous reprenez son histoire, elle a en fait été ménopausée à 48 ans, elle n'a pas eu de traitement hormonal. Par contre, elle vous dit qu'elle a une alimentation végétarienne, que sa fille est plutôt à tendance végane, et puis qu'elle a une intolérance au lactose, ce qui fait qu'elle évite plutôt les produits laitiers et qu'elle consomme des laits végétaux. Et puis en plus, elle a une discrète hypercholestérolémie familiale malgré son morphotype. De ce fait-là, elle évite quand même tout ce qui est produits laitiers. Par contre, donc elle n'est pas une grande cuisinière, elle est plutôt intéressée par ses activités physiques régulières. Donc elle vous dit qu'elle mange quand même sur le pouce, elle a des barres de céréales et tout ce qu'il faut pour ses activités sportives. Et puis elle prend des compléments alimentaires qui lui ont été recommandés par son pharmacien. Elle prend de la spiruline et puis des compléments multivitaminiques, incluant de la vitamine D et de la vitamine K. Alors quand vous regardez la biologie de cette patiente, vous voyez qu'elle a une calcémie à 2,21, donc en partie dans la norme inférieure, une phosphatémie normale, une vitamine D qui est finalement pas si mal à 64 nanomoles par litre, mais qu'elle a une parathormone augmentée à près de 15 picomoles par litre et une augmentation claire et nette du remodelage osseux avec un bêta-cross-LAPS, marqueur de résorption osseuse à 960. Donc vous avez cette patiente qui finalement est très déçue, elle est très sportive, elle dit qu'elle a une excellente hygiène de vie, elle ne fume pas, elle ne boit pas, elle n'a aucune comorbidité, elle ne prend pas de médicaments, et puis elle a cette ostéoporose fracturaire très sévère avec à la biologie une hyperparathyroïdie secondaire, malgré une vitamine D qui est quasi optimale. Donc je vais essayer de vous montrer dans cette présentation comment on peut intégrer tout ça dans la physiologie de l'ostéoporose de cette patiente. Alors le premier message que je voudrais vous donner, c'était aussi rappeler que finalement le métabolisme osseux, lui aussi, consomme de l'énergie. L'os n'est pas un organe inerte. Et vous avez vu que cette patiente a une dépense énergétique par ses activités physiques qui est très importante. Et finalement, probablement, je n'ai pas été loin dans la présentation de l'anamnèse, mais des apports énergétiques qui semblent insuffisants. Et donc, il y a une sorte de déséquilibre dans la balance entre sa consommation énergétique et son activité physique. Et je voudrais vous montrer cette étude interventionnelle intéressante puisqu'elle a regardé de manière randomisée l'effet d'une restriction calorique. L'intérêt de cette étude, c'est qu'elle l'a fait dans une population non obèse au départ, et ils ont regardé pendant 2 ans comment évoluaient les paramètres osseux. Et en comparant un groupe qui va manger tout à fait normalement comme il veut par rapport à un groupe qui reçoit une restriction calorique, eh bien on voit que dans une population non obèse, la restriction calorique s'associe à une diminution de la densité minérale osseuse. Et il y a des données très intéressantes chez l'animal qui montrent aussi que le fait de faire de l'exercice physique, qui classiquement est décrit comme quelque chose qui est favorable pour le métabolisme et la densité minérale osseuse, eh bien, pourrait se traduire par un impact osseux négatif dans des animaux qui auraient une restriction calorique. Ce qui nous montre bien que faire du sport, c'est bien, mais il faut aussi bien manger pour son os, et c'est un point important, je dirais, l'aspect quantitatif. Au-delà de l'aspect quantitatif et énergétique, il y a bien sûr l'aspect qualitatif. Et la grande question qu'on peut se poser, c'est quel type de diète faut-il utiliser ou promouvoir pour promouvoir la santé osseuse. Alors vous savez qu'on peut classer un petit peu le type de régime alimentaire selon différents profils, avec des diètes donc, de type Western Diet, avec des données dans la littérature qui montrent qu'effectivement une diète de type Western Diet dite prudente, c'est-à-dire qui va quand même inclure une alimentation assez équilibrée, des produits laitiers, des consommations de fruits et légumes également, sera en tout cas meilleure sur la santé osseuse qu'une diète Western Diet vraiment délétère, très riche en produits gras, viande rouge, etc. Je vais vous reparler qu'en termes de diète végétarienne et végane, s'il y a une diète à laquelle il faut faire attention sur la santé osseuse, c'est la diète plutôt végane.
Pour ce qui est des diètes riches en glucose et en gras, bien vous savez qu'elles vont favoriser l'obésité et le diabète, et là ça nous renvoie à toute la problématique du diabète et de l'obésité et l'os, où bien que la densité minérale osseuse soit généralement plutôt élevée chez ces patients, eh bien, le risque de fracture est important. Et puis après, il y a la diète méditerranéenne que j'ai mis en vert parce que effectivement, ce serait possiblement celle qui serait la plus bénéfique sur l'os. Vous avez ici cette méta-analyse qui a regardé les scores de diète méditerranéenne en fonction du risque de fracture de hanche et qui nous montre que au plus la diète est de type méditerranéenne, donc vous connaissez les composantes de cette diète, eh bien moins le risque de fracture sera constaté. Alors, pour revenir sur les végétariens versus les véganes, vous avez cette méta-analyse qui compare donc des régimes de ce type par rapport à des omnivores en termes de densité minérale osseuse. Alors, la diète végétarienne en elle-même, elle a peu d'impact sur la densité minérale osseuse si l'alimentation est équilibrée, inclut des produits laitiers ou autres. Par contre, clairement, les études montrent que c'est la diète végane qui est associée à des densités minérales osseuses plus basses et à une augmentation du risque de fracture. Et je voudrais vous montrer cette étude en particulier du Royaume-Uni, la cohorte EPIC, qui avait montré qu'effectivement, dans cette population, les personnes qui suivaient une diète de type vegan avaient une augmentation du risque de fracture par rapport, je dirais, aux omnivores ou aux consommateurs de viande, et qui étaient clairement différenciés par rapport aux végétariens. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que quand on regarde en sous-groupe, eh bien, cette augmentation du risque de fracture dans la diète végane ne s'observe plus, avec potentiellement une limite de puissance, quand on prend le sous-groupe qui finalement, malgré leur diète végane, arrivait à avoir un apport relativement important de calcium. Ce qui montre bien qu'il y a une interférence claire et nette, non seulement en termes d'apport énergétique, mais aussi de type de nutriments, et notamment le rôle important du calcium dans cette physiopathologie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger de fruits et légumes, mais au contraire, ce qu'on va promouvoir dans l'ostéoporose, c'est une diète la plus équilibrée possible. Et bien sûr, la recommandation de consommer des fruits et des légumes est également recommandée, avec là aussi des études qui montrent une diminution du risque de fracture de hanche. Et ça, on peut aussi l'expliquer par un certain nombre de bénéfices de ces fruits et légumes sur différents nutriments. Alors, on part, je dirais, de ces diètes, et puis petit à petit, on va regarder un petit peu plus en détail ce qui se passe avec les nutriments. Et puis, pour revenir à ma patiente, vous avez vu qu'elle est intolérante au lactose, elle a évité les produits laitiers, et puis vous allez vouloir, elle a une hyperparathyroïdie secondaire malgré une vitamine D qui est quasi optimale. Donc ça, pour nous, ça signe qu'elle a en tout cas un apport en calcium ou une absorption digestive du calcium qui est insuffisante et qui explique cette hyperparathyroïdie secondaire qui elle-même va augmenter le niveau de remodelage osseux. Alors vous allez lui promouvoir des aliments riches en calcium et puis elle va vous dire que mais elle a lu que tel chou ou autre était particulièrement riche en calcium. Sauf que quand vous regardez la résultante finale dans ce que vous mangez, c'est non seulement la teneur en calcium, mais c'est aussi la taille de la portion que vous mangez et c'est aussi si le calcium est biodisponible ou plus ou moins absorbé. Et si on regarde les équivalences au final, je prends l'exemple toujours des épinards, où finalement à la fin, une portion d'épinards c'est 85 grammes versus une portion de produits laitiers c'est 200-240 grammes. Et puis avec les acides phytiques, oxaliques qu'on peut retrouver dans certains produits végétaux qui complexent le calcium, il vous faudra par exemple manger 16 portions d'épinards pour avoir l'équivalent d'une portion de produits laitiers. Ce n'est pas uniquement la quantité de calcium en valeur absolue qui compte. Alors, il y a l'essor des laits végétaux comme potentiellement le remplacement de ces produits laitiers. Alors, je voudrais juste attirer votre attention, c'est quand on regarde les qualités nutritionnelles de ces différents laits, eh bien, on voit clairement que par rapport au lait de vache, ces différents laits végétaux ont des concentrations en protéines qui sont nettement inférieures, à l'exception potentiellement du lait de soja. Et puis, quand on regarde le calcium, eh bien, sauf s'ils sont supplémentés en calcium, c'est ce qu'ils doivent faire la plupart du temps, eh bien souvent, on a des apports en calcium qui sont également moindres, sans parler potentiellement d'autres micronutriments. On n'a pas encore d'études clairement qui ont montré l'impact de la consommation de ces laits sur la santé osseuse, mais de base, on voit quand même que ça ne remplace pas forcément sur des outcomes d'apport en calcium et protéines. Alors, chez ces patients qui ne peuvent pas consommer de produits laitiers, il y a aussi les alternatives, c'est penser aussi aux eaux minérales. L'eau du robinet, elle est quand même assez pauvre en calcium, et donc sachez que s'il le faut, ça peut être une alternative chez ces patients avec certaines eaux minérales qui sont plus ou moins riches en calcium. Je vous ai repris ici les concentrations de calcium des principales eaux à disposition qui avaient été revues par la Société suisse de nutrition. Alors, je vous ai parlé du calcium, et puis il faut parler aussi des protéines, puisque les protéines, c'est le constituant de la matrice organique de l'os.
Et donc c'est clair que si vous voulez faire du muscle, eh bien, les sportifs ils mangent des protéines en plus de l'activité physique, bien, il faut se dire que l'os c'est à peu près la même chose. Et alors là, la littérature est assez abondante, ce sont surtout des études d'observation, et je vous rapporte la conclusion de cet article de synthèse qui avait repris au moins, il y a pas moins de 5 méta-analyses dans le domaine, et globalement on peut conclure que chez des patients âgés ostéoporotiques qui bien souvent ont des apports protéiques un peu insuffisants, eh bien des apports protéiques au-delà des 0,8 g par kilo par jour sont associés dans ces études à des densités plus élevées, à une diminution de la perte osseuse et à une diminution du risque de fracture de hanche, à une condition, c'est que les apports alimentaires en calcium soient adéquats. Et ça a bien été montré dans différentes études qui montrent que apport protéique important, mais avec des apports calciques faibles, ça n'est pas bénéfique sur le plan osseux, ce qui nous montre bien l'interaction qu'il y a entre apport calcique et apport protéique dans la physiologie du remodelage osseux. Quand on regarde d'un point de vue biologique, qu'est-ce qui se passe quand on donne des suppléments de protéines chez ces patients? Eh bien, on va avoir une diminution du remodelage osseux, une augmentation de l'IGF-1, et c'est par cette voie-là que va se faire l'effet sur l'anabolisme osseux des protéines, et puis une diminution de la parathormone, puisque oui, les protéines peuvent également, via la voie de l'IGF-1, moduler l'activation de la vitamine D qui vous permet d'absorber le calcium. Donc on a bel et bien une interaction entre les apports en calcium et en protéines. Alors, est-ce que la source de protéines est importante? Est-ce qu'on a le même effet des protéines végétales par rapport aux protéines animales? On avait regardé dans la cohorte genevoise Géricault, chez des femmes donc ménopausées de 65 ans de la communauté, l'association entre la résistance mécanique osseuse et leur consommation de protéines par source de protéines. Et ce qu'on avait vu, c'était qu'au plus on consommait de protéines, au mieux était la résistance mécanique osseuse, mais qu'on voyait surtout cet effet avec les protéines issues des produits laitiers, des protéines animales de manière globale, et qu'on ne voyait pas d'association avec les protéines d'origine végétale. Et de manière intéressante, les collègues américains de la cohorte Mr. Oz, donc dans une population cette fois d'hommes beaucoup plus âgés, avec une analyse à peu près similaire, ont retrouvé exactement la même association. Alors, j'aimerais vous présenter cette étude, puisque le problème en nutrition, c'est qu'on a surtout des études observationnelles et bien sûr peu d'études d'intervention. Vous comprenez que c'est extrêmement difficile de faire des études d'intervention, surtout avec des outcomes tels que les nôtres, ce sont l'os et les fractures, on est sur des maladies chroniques. Je vous montre cette étude randomisée contrôlée de 3 mois qui a pris 107 patients en bonne santé habituelle, relativement jeunes, et qui les ont randomisés pour prendre une diète, 3 types de diètes. Une diète riche en protéines animales, une diète à 50-50, et puis une diète plutôt riche en protéines végétales, en faisant en sorte que ces 3 diètes correspondent au même pourcentage d'apport énergétique. Et on voit que chez ces patients, ceux qui ont pris la diète riche en protéines végétales, c'est-à-dire les petits triangles, vous voyez qu'on voit une augmentation de la parathormone et on voit une augmentation du remodelage osseux avec le CTX, ce qu'on ne voit pas avec les diètes classiques. Donc c'est une étude d'intervention petite, certes, mais qui a le mérite de confirmer un petit peu ce concept qu'on voit dans les études plus épidémiologiques. Alors vos patients vont vous dire oui, mais si je dois manger des protéines, c'est bien connu que les protéines, ça va acidifier, et puis que l'acidification avec les consommations de viande, de certains fromages, etc., c'est néfaste pour l'os et ça va me faire résorber mon os. Alors ça, c'est toute une théorie, la théorie de l'acidité qui finalement est extrêmement débattue, puisque l'augmentation du calcium qu'on voit dans les urines ne vient pas finalement d'une résorption osseuse accélérée, mais c'est simplement que ce sont des diètes qui apportent de base plus de calcium, donc au plus vous mangez de calcium, au plus vous verrez de calcium dans les urines. Mais néanmoins, on a voulu regarder également dans notre cohorte si, en fonction du score d'acidité, qui prend en compte les apports en protéines, en phosphore, en potassium, calcium et magnésium, quelle était l'évolution des paramètres osseux avec le temps. Et donc, dans cette analyse longitudinale, on voit qu'au plus on avait une diète acide, au moins on perdait d'os, en particulier chez les femmes, et ceci après multiples ajustements. Mais finalement, ce résultat, il n'est pas étonnant, puisque comme ce score est pondéré par les apports en protéines, et c'est ce qu'on voit dans cette étude, c'est l'effet protéines et phosphore qui va médier cet effet bénéfique. Donc globalement, dans une population, je dirais, classique de la communauté, sans prendre des extrêmes en termes de type de diète, on ne voit pas d'effet négatif, voire plutôt un effet positif.
Alors, vous allez conseiller de prendre des produits laitiers, et puis là aussi, vous êtes face à un débat entre les pro-produits laitiers et puis tous ceux qui vous disent que les produits laitiers sont les pires poisons du monde pour la santé osseuse. Alors, on pourrait faire un colloque entier sur cette thématique, mais si vous reprenez ici les dernières méta-analyses qui ont revu l'ensemble des données de cohorte entre l'association sur une consommation de produits laitiers et le risque de fracture, en particulier de hanches, vous avez ici les hazard ratios ou les odds ratios. Vous voyez que globalement, dans la plupart des études, on voit qu'au plus on consomme des produits laitiers, au moins on a un risque de fracture important, ce qui confirme un petit peu la tendance que je vous montrais avant. Alors si on va un petit peu plus dans le détail, des produits laitiers, il y a différents types. Il y a les produits laitiers fermentés, il y a le lait et puis il y a les fromages. Et puis on avait aussi fait cette analyse de regarder l'évolution des paramètres osseux en fonction du type de produits laitiers qu'on pouvait consommer. Et on avait pu montrer qu'au plus on consommait des yaourts, donc des produits laitiers fermentés, au moins là aussi on perdait de l'os. Et cette association était associée à une diminution de la parathormone là aussi et une diminution du remodelage osseux. Ce qui était intéressant dans cette étude, c'est qu'on ne voyait pas le même effet, tant en termes densitométriques, paramètres de microarchitecture que biologiques, avec le lait ou avec les produits tels que les fromages affinés, ce qui suggérait que les produits laitiers fermentés pourraient avoir un effet osseux spécifique. Alors on peut émettre des hypothèses, est-ce que c'est un facteur d'épidémiologie, est-ce que ce sont liés au mode de vie habituel? Certes, ces produits laitiers, ils apportent du calcium, ils apportent des protéines qui vont avoir un effet bénéfique sur la minéralisation osseuse et l'évolution des paramètres osseux, mais potentiellement ça ouvre la porte avec un effet pré- et probiotique potentiel de l'effet des ferments qui pourrait moduler, vous savez qu'il y a toute une littérature qui montre que ça peut moduler l'immunité, le remodelage osseux, la perméabilité intestinale et l'absorption du calcium. Alors, on peut étudier un petit peu plus en avant cette problématique et c'est intéressant de regarder que quand on regarde l'effet des fibres alimentaires et notamment donc des prébiotiques sur l'absorption du calcium, eh bien, on sait que ces fibres, en fait, elles ne sont pas digérées, elles sont métabolisées par nos bactéries intestinales pour produire des acides gras à chaîne courte, les short chain fatty acids. Et ces short chain fatty acids vont avoir pour effet d'améliorer la trophicité intestinale, de diminuer le pH local, et ceci va favoriser l'absorption digestive du calcium. Ça, c'est quelque chose qui est bien montré. Et il y a eu un certain nombre d'études d'intervention qui ont étudié l'effet de certaines fibres alimentaires sur essentiellement l'absorption du calcium. Ça a été pas mal fait dans des études de pédiatrie, mais il y a quelques études également chez l'adulte qui montrent globalement, si on essaye de faire la synthèse, une promotion de l'absorption du calcium, plus ou moins, selon les études, un petit effet sur les marqueurs osseux et de la densité. Alors, au-delà des prébiotiques, vos patients ont également largement lu dans la presse que ce sont des probiotiques qui pourraient être bénéfiques sur l'os. Alors, l'ostéoporose n'échappe pas à la thématique en vogue actuellement de tout ce qui est régulation par les probiotiques ou autres de sa physiologie. Alors, est-ce qu'on peut potentiellement améliorer la santé osseuse en modulant le microbiote intestinal? Il y a tout un background préclinique qui est extrêmement intéressant, qui montre que effectivement la perte osseuse induite dans certains modèles d'ovariectomie, de corticothérapie, eh bien, dépend notamment du microbiote intestinal. Maintenant, en pratique, est-ce que c'est cliniquement pertinent chez l'homme? Et là, je voudrais vous montrer ces données, puisque par rapport au reste, on a maintenant quelques études randomisées, contrôlées d'intervention en termes de probiotiques dans l'ostéoporose. Donc là, ça nous apporte un niveau de preuve un peu plus important. Une première étude ici qui a testé le Lactobacillus reuteri chez 90 femmes ménopausées ostéopéniques de 76 ans d'âge moyen, qui avait montré, par rapport à un groupe placebo au bout d'un an, eh bien, que la perte osseuse était clairement atténuée, ici au tibia, dans cette population, et significativement au bout d'un an avec cette intervention. Une deuxième étude, là aussi chez 250 femmes environ ménopausées, un petit peu plus jeunes, 58 ans, pendant 12 mois, qui testait donc 3 souches de lactobacillus, qui montraient eh bien, que par rapport au placebo, on avait clairement une prévention de la perte osseuse densitométrique au rachis lombaire, et que l'effet était particulièrement montré dans la période où on perd beaucoup d'os, c'est-à-dire juste après la ménopause. Alors ça, c'est quand même un petit peu intéressant de voir cet impact. Maintenant, quelle est la magnitude de cet impact? Je vous ai repris ici des schémas qui reprennent l'effet des différents traitements de l'ostéoporose, que ce soit les bisphosphonates, le calcium, la vitamine D, par rapport au groupe placebo.
Vous avez ici les changements par rapport au départ dans les études sous traitement et ici les changements dans le groupe placebo. Donc vous comprenez que pour chaque étude, c'est un rond. Si vous êtes pile au niveau de la ligne du milieu, ça veut dire que vous avez exactement la même variation dans le groupe placebo que dans le groupe traité, donc ça veut dire que votre intervention n'a aucun effet. Et donc vous voyez que la plupart de ces études de traitement montraient que le groupe traité, effectivement, avait un bénéfice sur les paramètres osseux, il se situe à droite de la courbe. Je vous ai repris les 2 études précédentes que je viens de vous montrer, en mettant à peu près leur effet par rapport au groupe placebo, c'est la croix rouge. Et puis vous voyez que certes, alors on confirme qu'on est à droite de la ligne médiane, donc effectivement on a un petit effet, mais ce que je veux vous montrer, c'est que l'effet, il n'est quand même pas très grand, ce n'est pas un effet bisphosphonate ou ce n'est pas le traitement révolutionnaire de l'ostéoporose, mais on se situe à peu près au même niveau que ces autres études qui sont plutôt des études calcium-vitamine D. Donc ce qui nous montre qu'en fait l'effet qu'on voit, il est un petit peu du même ordre de ce qu'on peut voir avec un effet d'une intervention avec du calcium ou de la vitamine D, ce qui je trouve est assez logique, surtout que je vous ai montré tout ce rationnel qui montre qu'un des mécanismes d'action serait la promotion potentiellement de l'absorption du calcium. Alors, effectivement, quand on reprend un petit peu toute cette littérature, eh bien, on voit que notre mode de vie et essentiellement donc notre alimentation, en association avec notre activité physique, mais également notre consommation d'alcool, nos comorbidités, nos différents traitements, vont interagir par plusieurs mécanismes avec différentes composantes du microbiote intestinal, soit en termes de composition, soit surtout en termes de métabolisme induite par ce microbiote, sur notre perméabilité intestinale potentiellement, et également sur l'immunité. Il y a des données qui montrent des changements de certaines cellules immunitaires qui vont promouvoir la résorption osseuse via le rank ligand. Et en fait, toutes ces interactions que Maria Papageorgiou avait revues dans ce papier vont pouvoir interférer sur le métabolisme musculo-squelettique de manière globale, et c'est à prendre en compte dans la prise en charge de nos patients. Si cette thématique vous intéresse, je vous invite à lire ce papier qui est extrêmement intéressant, qui montre que la parathormone, donc le traitement de parathormone, vous savez, le tériparatide, qui est le traitement anabolique osseux qu'on utilise dans les ostéoporoses sévères pour former de l'os, eh bien, cette étude montre que l'effet anabolique de ce traitement dépend et nécessite la présence de butyrate, qui est un des acides gras à chaîne courte, short chain fatty acid, dont je vous ai montré qu'il était influencé potentiellement par les fibres. Donc ça montre bien le lien entre le métabolisme osseux et puis tout ce qui est ce métabolisme en lien directement avec notre diète. Alors pour revenir et synthétiser par rapport à notre patiente, en fait ce qu'il faut prendre en compte, c'est que finalement l'absorption intestinale du calcium, elle va bien sûr dépendre de la quantité que vous apportez, mais elle va aussi dépendre des fibres que vous mangez, qui vont modifier l'absorption intestinale, de la composition des aliments, c'est là le concept de la matrice dans laquelle se situent les nutriments, et que si vous avez beaucoup de phytates ou d'oxalates, vous allez complexer le calcium et diminuer son absorption. Ça va dépendre également, bien sûr, de la vitamine D qui sera plus ou moins absorbée. Et puis, je ne vous en ai pas parlé, mais aussi, sachez que les régimes riches en sel vont augmenter la calciurie et donc l'élimination urinaire du calcium. Et puis, en parallèle, les apports protéiques vont être également importants, puisque via la voie de l'IGF-1, ils vont promouvoir la formation osseuse, mais aussi interagir avec l'activation de la vitamine D et de ça avec le calcium. Et tout ceci va contribuer à moduler ou pas un niveau de parathormone qui, elle-même, pourra interagir sur la résorption osseuse. Donc, au final, votre alimentation, elle est primordiale en termes d'apport énergétique pour l'os, mais aussi pour moduler un certain nombre de métabolismes qui, si on résume ici, on simplifie ici en se focalisant sur le calcium et les protéines, vont pouvoir jouer sur la minéralisation de l'os, qui vont jouer sur la résorption osseuse, mais également sur la formation osseuse. Alors, pour conclure, je voudrais vous résumer les grands messages que je vous ai montrés. C'est que, il faut penser à assurer un apport énergétique suffisant et en tout cas adapté aux activités physiques de nos patients. Promouvoir une alimentation la plus équilibrée, finalement, on n'est pas très originaux, mais qui va inclure des protéines, éventuellement un peu plus chez les patients âgés dénutris, du calcium en bonne quantité et des fruits et légumes, puisque des déficits en calcium et en protéines impactent le métabolisme osseux.
Ce que je vous ai montré, c'est que finalement, les produits laitiers ont l'avantage d'apporter non seulement des protéines, mais également du calcium, et que 2 à 3 portions de produits laitiers par jour, ça permet de couvrir à peu près ses besoins. En promouvant une diète de type méditerranéenne, et sans oublier que les fibres interfèrent aussi potentiellement avec l'absorption digestive du calcium, et puis qu'on commence à avoir des études randomisées qui nous montrent que certaines souches de probiotiques, attention certaines, ça ne veut pas dire qu'il faut donner n'importe quel probiotique et donner des probiotiques à tout le monde, mais que ce concept est vrai, puisqu'on a des études d'intervention qui montrent des petits effets, en tout cas chez les femmes ménopausées. Voilà, je vous remercie de votre attention et je répondrai volontiers à vos questions.